Salut tout le monde, comment ça va? Moi ça va, je suis encore sur Overwatch 2. Hey! Let's get it. I fought for 16 passes. This is G5, no, this not a challenger. I get some members of me in the fridge, the coach seats, they some cannibals. They like to geek. Drink a whole bottle, wake up and repeat. She took a look, chill out. Now she said 3D. I go in the jungle and they got a coat. I bet I come out with a meme. I bet I do this shit for the fam. Cause this shit bigger than me. Un piqué diagonal. Stones in my infinity lane. And in the fact that we masterpiece. I call him Je vais te tuer, Armani! We got the same roller, he matching me. Nah, for real. Water on me like the sauna. Sun, carrot, some pointers. All these comers, I want fun. Me go gunners out the jump. Buy it all, fuck the front. Cake on me, no fun. Je vais pas mentir, j'ai pas trouvé cette année exceptionnelle en termes de jeu. Attention, on a quand même eu des bonnes surprises. Je dis juste que par rapport à 2023, il y a eu moins de titres incroyables. La plupart des mauvais jeux cette année étaient plutôt des grosses déceptions et il y en a d'autres qu'on n'a même pas demandé. Aujourd'hui, nous allons faire notre traditionnel récapitulatif de l'année et vous verrez que contrairement à l'année dernière où certains mauvais jeux se voyaient au premier coup d'œil, là, ça va être plus complexe. Dans la catégorie « Mais comment c'est possible de se foirer à ce point ?», j'appelle Star Wars Battlefront Classic Collection. Pour ceux qui ne savent pas, dans les jeux Star Wars, les Battlefront, c'est sacré. EA avait déjà tenté d'égaler les originaux en sortant deux autres Battlefront qu'on appellera des remakes, sans atteindre l'aura de leurs grands frères sortis en 2004 et 2005. Mais en mars 2024, une collection regroupant les deux premiers mythiques Battlefront sort sur console et PC, et la hype a été à la hauteur de la déception. Qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est que cette saloperie? C'est quoi ça? Les cinématiques ont été améliorées grâce à l'IA, quelle bonne idée. Un mode réalisé par un fan s'est vu implanté sans son accord et n'a même pas été mis à jour. 30 FPS max, peu importe le support. Des bugs de curseur sur PC, des complications inutiles dans l'interface. Et pour finir, seulement 3 serveurs qui ne peuvent accueillir que 64 joueurs, ce qui fait un total d'hébergement d'environ 200 joueurs en même temps. Et ils étaient 10 000 au lancement. Les devs ont réussi à rendre incomplète une compilation de deux jeux qui étaient pourtant complets et stables il y a 20 ans. Je n'ai pas les mots pour définir ce talent. Comment ils ont fait? J'aimerais aussi savoir comment ils ont réussi à passer de deux jeux qui ensemble pèsent environ 7 Go à une compilation qui pèse aussi lourd que moi après avoir bouffé un bon sandwich de jambon raclette. Les gars, il fallait juste améliorer les textures et la lumière, c'est tout. Le gameplay, l'interface, les configs, c'était très bien. Pourquoi se compliquer la tâche? Aujourd'hui, et comme toujours, la plupart des problèmes ont été réglés, mais comme toujours, c'est trop tard les mecs, tout le monde est parti. Skull and Bones est la définition même du tout ça pour ça. C'est aussi une preuve supplémentaire qu'annoncer un jeu trop tôt est une très mauvaise idée de marketing. Même si le studio veut juste illustrer l'univers, inconsciemment le public s'imagine que le jeu est déjà en développement alors qu'il est peut-être en pré-prod. Pour Skull and Bones, le jeu a été annoncé en 2017 pour une sortie en 2018. Mais en 2018, le jeu s'est fait décaler pour 2020, et en 2020 pour 2022, puis pour 2023, et pour sortir enfin en 2024. Hey! Du premier coup! Le jeu était de base pensé comme une extension multi d'Assassin's Creed Black Flag avant d'être transformé en titre indépendant. Et les gens ont adoré Assassin's Creed Black Flag. Ils avaient juste à faire à peu près le même concept, niveau prod ça va. Sauf qu'avec le temps, les responsables qui se sont succédés ont tous voulu mettre leur grain de sel, leur petite touche perso. Du coup, les développeurs ne savaient pas dans quelle direction aller, personne ne savait quelle décision il fallait prendre, tellement les responsables faisaient une bataille d'ego. Du coup, le monde de Skull and Bones, c'était le festival. D'abord la carte devait être les Caraïbes, ensuite elle devait être en Hyperborée, puis en Afrique de l'Est et au final en Asie du Sud-Est. J'aurais été un dev, je me serais foutu en l'air au troisième changement. Bref, j'ai essayé la bêta ouverte. En faisant le tuto, j'ai récupéré des ressources à l'aide de mini-jeux, je me suis dit... Bon, c'est le début, faut bien commencer quelque part. Et une fois que j'ai fini le tuto, que j'ai pu accéder au monde ouvert et que j'ai fini par comprendre qu'on passe plus de temps à récolter des ressources à travers des QTE dignes d'un jeu mobile plutôt qu'à déterrer des trésors et affronter des navires, à 70 € un jeu quadruple A? Non. Tu passes d'un jeu où tu peux poser le pied sur n'importe quelle île à un jeu service quadruple A qui contient des zones d'île avec autant de liberté que dans un jeu GameCube. Moi j'appelle ça une grosse courge. Conclusion, tout le monde est revenu sur Black Flag et entre temps Sea of Thieves qui fait un boulot infiniment mieux que Skull and Bones est sorti. Encore aujourd'hui quand une vidéo de Skull and Bones sort, le ratio pouce est toujours négatif et dans les commentaires les sessions vannes sont ouvertes. Mais le problème c'est que le gouvernement de Singapour a donné des subventions à Ubisoft Singapour pour faire Skull and Bones. Et si le jeu était annulé, l'argent fallait le rembourser. Et ça c'était impensable. Le jeu devait sortir quoi qu'il arrive. C'est plus rentable de finir le projet et de faire un flop plutôt que d'annuler et rendre tout l'argent. La prochaine fois Ubisoft, il faudrait plus d'argent dans le développement en s'assurant que le budget soit bien réparti et que les choix entre les responsables soient bons, plutôt que louer un vrai navire pour faire la promotion d'un jeu complètement à la dérive. Skull and Bones, bateau, océan, dérive. Allez, bref, 200 millions pour ça, c'est triste. Et jouer à Sea of Thieves. Dustborn a été présenté en août 2023. Le jeu s'est fait tout de suite critiquer pour sa narration, sa thématique, son gameplay brouillon et sa comparaison avec des jeux similaires comme l'excellent Life is Strange.
Et après, le jeu est sorti. Ce qui a déjà énervé les gens, c'est que Dustborn a été en partie financé par Creative Europe. Donc si toi tu habites dans l'Union Européenne, tu as plus ou moins financé le jeu. L'histoire raconte un groupe de marginaux ayant pour but de livrer un colis à l'autre bout des États-Unis uchroniques. Jusque là, ok, mais le problème est dans la thématique. On incarne Pax, une femme noire lesbienne qui a le pouvoir de manipuler les mots. Elle est accompagnée de Noam, non-binaire et ex de l'héroïne, Sai, meilleure amie de Pax et musulmane pratiquante, et Théo qui est là. Rien de particulier. C'est qui alors? C'est personne, un connard. Bon, si le jeu s'est fait critiquer, c'est parce qu'il y a beaucoup de diversité dans le groupe. Et moi, franchement, j'ai pas de problème avec ça. Limite, je m'en fous. Mais ce qui m'a gêné, c'est que pour un jeu qui prône la diversité, force est de constater que la majorité des ennemis qu'on croise sont blancs. Loin de moi l'idée d'imaginer une volonté raciste de la part des devs, mais c'est un constat qui peut porter à confusion. Des personnes pourraient y voir un mauvais message. Les devs auraient pu ajouter plus de diversité aussi chez les ennemis pour garder une certaine cohérence dans leur message. Le jeu, je le critique simplement parce que c'est un mauvais jeu. Parce que si on jugeait aussi un jeu à sa diversité, The Last of Us 2 serait mauvais également, ce qui est très loin d'être le cas. Le problème avec Dustborn, c'est que c'est un jeu très mal écrit, ce qui est un peu con pour un jeu narratif. Pax est incapable de s'en sortir sans ses amis, sans être une connasse qui se sert de son pouvoir. Le personnage est insupportable. D'ailleurs, ils le sont tous, ils parlent tout le temps, même dans les combats, ça s'arrête jamais, avec un talent d'acteur aussi plat que la Belgique. Il y a des passages où t'as l'impression que les acteurs sont morts à l'intérieur. The trembling consumes a ton of energy and foods fuel. Le rythme du jeu est très lent, il y a vraiment des passages à couper, très clairement parfois on s'emmerde. Ah, et j'ai oublié, on s'est passé pour un groupe de rock pour couvrir notre livraison, ce qui justifie des séquences musicales. Et puis t'aimes mal les séquences. Ouais. Sauf que dans l'histoire, aucun membre du groupe ne sait jouer d'un instrument. Il y avait peut-être meilleure couverture qu'un groupe de rock du coup. J'ai l'impression que les devs ont d'abord créé les personnages avec toute leur diversité, etc. Et qu'après, ils ont écrit une histoire pour ces personnages. Alors oui, on peut faire comme ça, c'est cool des gens aussi diversifiés sur un jeu, mais il faut bien le faire. Car comme je l'ai dit avant, c'est très mal écrit, les personnages deviennent des clichés d'eux-mêmes, il y a des moments gênants, les combats sont mous, la caméra ne se verrouille pas, et encore une fois, vos gueules! Mais la chose qui m'a le plus dérangé, ce sont les pouvoirs de Pax hors combat. On débloque des mots qui ont un effet direct sur les gens, mais le problème c'est que ce sont des mots pour faire du contrôle de masse. Exactement ce qu'ils combattent. Dans la formule, on a Normalize pour normaliser les émotions négatives, Discord pour retourner les gens contre eux, Bully forcer une personne à faire quelque chose qu'elle ne veut pas faire ou la faire se sentir mal dans sa peau, et Cancel permettre d'isoler une personne de ses amis et compatriotes. Quelqu'un dans le studio a validé ses pouvoirs. Si c'était que pour les combats, à la limite j'aurais accepté ces mots. Mais tu peux t'en servir pour manipuler des gens. Non. You're weak. Even when we were kids, no one liked you. They all teased you for a reason. You're the freak here. Demandons à cette streameuse ce qu'elle a pensé du jeu. Bah c'est de la merde. Toutefois, c'est dommage, il y a quand même des points positifs. Je trouve la direction artistique et la mise en scène excellente. J'adore cet aspect comics en cel shading qui apporte une dimension fantastique à l'œuvre. Mais ne venez pas me raconter que c'est la diversité qui pose problème parce que ça, je m'en fous. Je trouve le jeu juste mauvais dans sa globalité. D'ailleurs, les gens ne sont pas les seuls à critiquer, la presse le considère aussi comme un jeu très moyen. Pour conclure, Dustborn est juste un mauvais jeu. Il a peut-être de bonnes intentions à la base, mais elles sont très mal amenées. Quand tu sors quelque chose et que ça ne marche pas, la bonne pensée est de se dire « Bon, ça n'a pas fonctionné, tant pis, on va plutôt faire autre chose. » Mais n'est pas Warner Bros qui veut. En effet, Warner s'est dit « Non, je vais forcer les gens à aimer Suicide Squad. Le premier film a pas marché, m'en fous, je fais un remake. Et tant que j'y suis, je vais faire un jeu aussi. Un jeu service AAA par des devs qui sont pas du tout spécialisés là-dedans. » Entre chez toi, Warner, tu es bourré. Donc, Suicide Squad Kill the Justice League est un jeu service jouable jusqu'à 4 joueurs. Rien qu'à entendre ma voix, vous vous doutez que je suis enjoué d'en parler. Extatique. Vous pouvez incarner Deadshot, King Shark, Harley Quinn ou Boomerang que je vais appeler Loclodo. Bon alors, ça vaut quoi? On évolue dans la ville de Metropolis envahie par Brainiac où on a pour but de... tuer la Justice League, bravo, vous avez suffisamment d'intelligence pour y jouer. Mais quand le jeu a été présenté il y a 4 ans, les gens se sont dit que ça pouvait être pas mal. Les anti-héros à jouer en équipe, développés par les créateurs de la série Batman Arkham, ça ne pouvait être qu'intéressant. Enfin ça c'était avant la bande-annonce de gameplay. On s'est rendu compte que le jeu était un énième jeu service et que tout le monde a fait le rapprochement que vu que c'est un jeu service, il y aurait des microtransactions. Et on avait putain de raison. Quoique non, il y a un truc qu'on n'a pas prévu. C'est que le jeu coûterait en plus 70 €. Suce ma bite.
Le jeu, comme dit avant, c'est un jeu service ultra basique sans rien d'original. Tu fais la mission, ensuite tu suis le point jusqu'à la prochaine mission et tu fermes ta gueule. Et si j'ai pas envie de la faire la mission 1, tu vas faire quoi? Personne que j'aimais en attendait trop, je dois en assumer les conséquences. Bon ok, je vais la faire. J'ai mal. Franchement, je vais pas dire des choses exceptionnelles puisque ce jeu ne l'est pas. C'est un looter-shooter comme on en faisait il y a 10 ans avec des combats chaotiques. Tirer sur les ennemis tout en voltigeant, c'est vraiment pas une expérience que je recommande. Je suis Spider-Man, fils de pute! Le world design n'aide pas, faut monter et descendre les buildings sans arrêt, et sérieusement, j'ai vraiment mis 3 heures pour m'habituer au gameplay. Il y a beaucoup de moments où je me suis embrouillé entre toutes les combinaisons de touches et tout ce qui se passe en combat. L'interface, c'est un calvaire, regardez le nombre d'infos affichées, l'arbre de compétences, je comprends rien même en lisant, et le système de loot est à chier. J'ai ramassé un légendaire en 20 minutes et il y a tellement d'options pour améliorer l'équipement que ça donne envie de gerber. Et pourquoi je me fatiguerais à améliorer mon équipement quand je sais que dans 2-3 missions, je vais trouver mieux? Alors si, il y a un moment vraiment stylé, c'est le passage dans le musée avec Batman qui nous pourchasse. Dans les jeux Arkham, on s'amuse à se planquer un peu partout pour surprendre nos ennemis et les neutraliser. Ils sont morts de peur, on se sent vraiment comme Batman. Ce passage scripté est un immense hommage à la série Arkham avec des clins d'œil, sauf qu'ici, c'est toi qui te fais pourchasser par la chauve-souris et ça le fait de fou. Le jeu prend des allures de jeu d'horreur, ça rend très bien. Je vous avais dit que je nous sortirais de là. Oh que t'es mignon toi, comment tu t'appelles? On dirait un message de Rocksteady à Warner pour leur rappeler qu'ils sont plus doués dans la mise en scène et les jeux solo plutôt que les jeux service. Ah, ça doit être mon imagination. En fait, Suicide Squad, c'est exactement comme le jeu Avengers. Retirez la couche super-héros et vous vous retrouvez avec un jeu service plat, sans intérêt, bardé de microtransactions et qui mise tout sur le fanservice que tout le monde aura oublié dans 6 mois. Champions Tactics Grimoria Chronicles. NFT. Ce sont des NFT. Ça peut coûter jusqu'à 60 000 $ le personnage. Je vois pas pourquoi j'irai plus loin. Et c'est quand même le 2e jeu Ubisoft dans cette vidéo. Ça commence à faire beaucoup. Le dernier jeu est non seulement un flop, mais sûrement l'un des plus gros échecs que l'industrie ait connu de l'histoire. Il a fait pire que Anthem, Avengers ou encore les jeux que j'ai cités dans la vidéo. Je parle de Concorde. Ce jeu est bien plus qu'un échec, c'est un cas d'école. De mémoire, je n'ai jamais vu ça. Concorde a été présenté en mai 2023 dans un State of Play. Dès que le jeu a été révélé, premier constat, tout le monde s'en battait les couilles. Rien à foutre. Ah ouais. Je suis allé voir toutes les bandes annonces de Concorde, il n'y a pas une vidéo où les pouces rouges ne sont pas majoritaires. C'est du jamais vu. Bref, le jeu en question est un hero shooter en 5v5 avec différents objectifs, élimination, contrôle de zone, chasse au signal, bref, le classico-classique. Et c'est justement ça le problème. Concorde fait du copier-coller par rapport à d'autres jeux du même genre qui, eux, sont gratuits. Pourquoi je dépenserais 40 € dans un jeu quand je peux avoir la même chose ailleurs sans rien dépenser? Avec en plus des personnages bien plus charismatiques. Tiens, en parlant de personnages, vous savez quoi? On va faire un jeu. Je vais vous montrer des personnages de Concorde, et vous allez essayer de deviner leur rôle. Alors, ce perso, bah, c'est le perso de base, si vous avez joué à Call of, vous le connaissez, excepté qu'il a le charisme d'une huître avec une tenue de stagiaire. Ce personnage avec une tuyauterie sur le torse et un bac à glaçons sur la tête, je sais pas du tout ce qu'elle fait, mais rien qu'à voir son design, j'ai pas envie de la jouer. Et ce type enrobé, habillé comme un cosplay raté de la Japan Expo, c'est un soutien, bordel! C'est le problème. La plupart des persos, on ne sait pas quelles sont leurs compétences, mais surtout, c'est quoi leur rôle? Un bon character design est un design où tu sais tout de suite ce que le personnage peut faire sans qu'on te le dise. Mais tout ça, c'est pas grave. Pour Herman Hulst, l'ancien PDG de Sony Interactive, Concorde, c'était son bébé. Il installe une culture de positivité toxique, ce qui fait que personne n'était autorisé à dire des avis négatifs, notamment sur le design des personnages. Tout s'explique! Mais oui, c'est clair. Ça explique aussi le fait que le jeu a été en développement pendant 8 ans et aurait coûté 400 millions de $. Et je pense pas que les 25 000 ventes officielles ont réussi à remplir une telle dépense. Il faut savoir que le jeu devait être le début de quelque chose d'énorme, une nouvelle licence pour PlayStation. Concorde était considéré comme un potentiel à la Star Wars dans les locaux. Du transmédia était prévu et tutti quanti. Ah, si seulement Sony n'avait pas déjà ce genre de jeu qui cartonne, avec des devs qui écoutent la communauté et du contenu transmédia dont ils pourraient se servir et éviter de saboter leurs propres intérêts. Ce serait formidable, non? Certains pensent que Concorde va revenir sous forme de free-to-play. Franchement, je dis pourquoi pas. Bon, bah j'imagine que l'important c'est de participer. Et vous, est-ce que vous pensez à d'autres jeux? N'hésitez pas à le dire en commentaire. Voilà, cette vidéo est terminée, j'espère que ça vous a plu. Merci d'être de plus en plus nombreux à regarder mes vidéos, ça fait ultra plaisir. N'oubliez pas de mettre le pouce bleu, c'est très important. Abonnez-vous à la chaîne et suivez-moi aussi sur Twitch. À la prochaine.